Good Morning Business. Business Plan. Alors on va reparler de la Turquie avec Erdogan qui s'offre donc un troisième mandat. Le président turc au pouvoir depuis 2003 est réélu hier soir avec 52,1% des suffrages exprimés. Nous sommes en ligne avec Denise Ünal, spécialiste de la Turquie. Vous êtes économiste au Centre d'études prospectives et d'information internationale, le CEPI. Première question, pourquoi Erdogan est-il réélu malgré cette inflation terrible que connaît la Turquie, 44% sur un an, malgré l'effondrement de sa monnaie aussi? On peut aussi penser au séisme qui a fait 56 000 morts, causé 103 milliards de dollars de dégâts, 9% du PIB annuel. Pourquoi? Parce que Erdogan a très bien organisé son électorat. Il faut considérer que l'AKP, son parti de justice et développement, a plus de 12 millions d'adhérents contre... quand on considère l'ensemble des pays, contre l'ensemble des partis de l'opposition qui ont seulement 3 millions d'adhérents. Donc je parle d'adhérents. Et tous ces foyers font qu'on se trouve dans un système entre soi où on bénéficie de soutien de l'État, parce qu'actuellement l'État turc s'est transformé en un État AKP. Et par exemple, 6 millions de foyers reçoivent directement des aides sociales qui sont autres que des autres qui sont collectivement distribuées à l'ensemble du pays. Donc, dans ces conditions-là, les électeurs d'Erdogan, qui constituent une bonne moitié du pays, ont préféré ne pas changer cette stabilité, même si en moyenne leur revenu a diminué, et ils ont pensé que Erdogan avait des chances de rattraper cette perte de revenus. Donc il y a la force du parti AKP évidemment, mais il y a une sorte de clientélisme dans ce qu'on comprend, ce que vous nous expliquez. Oui, il y a des clientélismes à plusieurs niveaux. Comme je viens de vous parler au niveau donc du citoyen ordinaire et électeur, mais aussi au niveau des entreprises. Erdogan a su créer une autre élite par rapport à l'élite traditionnelle laïque des grandes entreprises de famille de la Turquie. Il a su créer une autre élite à travers des contrats publics qui sont dans des grandes infrastructures comme la construction, non seulement en immobilier, mais aussi en autoroute, en aéroport, mais aussi en matière militaire, en matière de défense et surtout en matière d'énergie aussi. Tout cela a fait que ces entreprises qui bénéficient des contrats publics, qui bénéficient finalement l'argent d'impôt de l'ensemble du pays, ont pu venir soutenir par tous les moyens Erdogan et son parti. Ouais. Une des choses, Denise Ünal, que promet le président réélu, c'est de lutter contre l'inflation dont on a parlé. Je rappelle que la Turquie, c'est la 4e plus forte inflation de la planète, derrière le Venezuela, le Zimbabwe et l'Argentine. La tâche, là, elle est immense, et c'est surtout une possibilité de manœuvre, de marge de manœuvre qui est quand même assez limitée. Ah oui, là, nous ne sommes pas dans le domaine de l'économie traditionnelle, rationnelle. Et nous, les économistes, nous sommes franchement fatigués d'essayer de trouver une raison à la politique monétaire menée en Turquie. On a donc un taux directeur de la Banque centrale de 8,5%. On a un taux d'inflation, vous avez parlé de 44%, moi il me semblait que c'était 50%, mais peu importe parce qu'on ne fait plus confiance aux chiffres officiels. Donc entre les deux, on a des taux d'intérêt négatifs, et avec ces taux d'intérêt négatifs, on ne voit pas comment on va venir à bout de l'inflation. Ce que le gouvernement fait jusqu'à présent, c'est de vendre des réserves de change pour soutenir la livre turque vis-à-vis du dollar. Et il y est arrivé parce qu'on est sur un marché maintenant extrêmement réduit pour la livre turque. Toutes les entreprises, enfin, il y a très peu d'investissements étrangers qui entrent en pays en termes d'investissement de portefeuille, et que donc on arrive à
en injectant de la monnaie turque, à soutenir sur le marché international le taux par rapport au dollar. Mais ce n'est pas une politique soutenable. La banque centrale a des réserves en négatif, c'est de l'ordre de 60 milliards de dollars. Et en réalité, on ne sait pas exactement on est combien négatif, parce qu'il y a 2 jours, Erdogan a déclaré avoir bénéficié des fonds des pays du Golfe et qui ont soutenu la livre. Et donc, on est dans une situation très incertaine. Ce qui veut dire, Denise Junal, qu'il ne faut pas s'attendre à un changement de braquet sur la politique monétaire d'Erdogan. Il va probablement continuer la baisse des taux, même si ça fait l'effet inverse. Alors, on ne sait pas s'il va continuer la baisse, mais il ne va pas augmenter. Déjà, ça fait une grande différence. Quand je dis il va, je dis ça, c'est ce qu'il a déclaré hier. Hier, il a tenu un discours extrêmement dur, très polarisant vis-à-vis de l'opposition aussi, toujours en les qualifiant de suppôts du PKK, de terroristes kurdes, et ensuite d'être aussi des LGBT. Et ensuite, il est revenu en disant « Nous voulons une économie très forte et fondée sur la production et les investissements. Et vous allez voir, on a réussi à baisser les taux d'intérêt et on va réussir à baisser l'inflation. » Mais comment il y arrive? S'il continue comme ça, la Turquie sera obligée de faire, déjà elle le fait, des contrôles de capitaux, et on va retourner à une forme d'économie fermée, et je ne sais pas comment ça va se fonctionner. Il faut dire qu'on est dans une situation géopolitique assez extraordinaire. On est dans une transition vers de la multipolarité, peut-être vers une bipolarité. Et la position de la Turquie sur l'échiquier mondial aura des conséquences sur son économie. Merci beaucoup, Denise Junal, d'avoir été avec nous, économiste au Centre d'études prospectives et d'information internationale. Le CEPI est spécialiste de la Turquie.